Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire champion. Donc pour ceux qui sont sur d'autres fenêtres, n'hésitez pas à nous rejoindre. On va démarrer ce webinaire champion, 4e de la semaine des champions systématiques. Bienvenue à tous. Du coup, la semaine des champions, elle a démarré, vous en avez entendu parler, ils ont été nommés avant l'été. Aujourd'hui, on rentre un petit peu plus dans le détail de l'un d'entre eux. J'ai le plaisir de coordonner le hub optique et photonique et aujourd'hui, on va se pencher sur le champion spécifique optique et photonique. Et pour ça, je vous présente quand même ceux qui ont besoin d'une séance de rattrapage. Les webinaires champions, le replay va être disponible. Et dernier webinaire champion demain, c'est le petit instant publicitaire. Ecumundo demain. Aujourd'hui, on va parler d'Imagine optique. Un petit rappel logistique avant de rentrer dans le vif du sujet. Vous avez sur votre droite de l'écran le chat pour poser des questions, des questions logistiques, échanger entre vous. Et puis pour poser des questions à l'intervenant sur le sujet d'aujourd'hui, vous avez le second onglet qui est questions, qui est visible par les intervenants et je vous invite évidemment à le faire suite aux présentations. Pendant les présentations, on aura un temps qui est dédié. Comme vous pouvez le voir et comme c'est rappelé, les webinaires sont enregistrés et seront disponibles en replay, ceux que vous auriez potentiellement loupés, ceux que vous ne loupez pas puisque vous êtes là aujourd'hui, ou si d'ores et déjà vous nous regardez en replay pour les prochains. Aujourd'hui, on va donc parler, et j'ai le plaisir d'avoir avec nous, le champion Imagine Optique, champion du pôle 2021. On va parler d'analyse de front d'onde, d'optique adaptative, de métrologie, de laser, mais aussi de partenariat stratégique, de marché, de valorisation de la R&D. Et on va se demander, au bout de 25 ans d'excellence, de recherche et d'innovation, comment on innove, comment on arrive à rester compétitif. Je suis assez confiante sur la réponse. Néanmoins, pour y répondre aujourd'hui du côté de Imagine Optique, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Samuel Bucourt, le CEO, Xavier Lévesque, le CSO, et on aura l'honneur de recevoir également Gérard Mourou, prix Nobel de physique 2018. Voilà pour les réjouissances du jour. Je vais passer la parole dans une seconde à Samuel qui, je pense, est en train de passer un petit coup de fil à Gérard Mourou pour nous assurer de sa présence aujourd'hui. J'en profite pour faire un intermédiaire publicitaire, c'est formidable, ça me va bien, puisque pour ceux qui voudraient rendre visite, rencontrer les équipes, découvrir Imagine Optique en chair et en os, on a le plaisir d'avoir le présentiel qui est de retour, donc faut pas trop se priver. Le 5 octobre, ils nous ouvrent leurs portes pour la dernière Watson de l'année, mais je vous ferai une petite piqûre de rappel à la fin du webinaire. Samuel, est-ce que c'est bon pour toi? Tu peux tenir encore une minute, je reprends Gérard au téléphone. Allons-y. Une petite info personnelle, puisque j'ai eu le plaisir moi-même d'être en stage chez Imagine Optique, et du coup, je brosse ce que eux ne diront pas. Imagine Optique, vous resituez dans la filière de l'optique. C'est un membre fondateur. Ils reparleront de leur parcours, mais ils sont des mentors pour les étudiants, pour les nouvelles structures qui se forment aussi, toujours volontaires pour donner leur retour d'expérience. On a eu l'année dernière, vous l'avez sûrement suivi, un coup de cœur systématique pour Imaginize, la société sœur. Donc voilà, il y a cette effervescence aussi qui est symptomatique de la filière optique. On a des académiques d'excellence, il en sort des spin-offs qui deviennent des startups, qui deviennent des PME, qui grossissent et sont aujourd'hui leaders du marché, avec souvent une grosse majorité de leur activité qui est à l'export. Donc ce rayonnement-là international de la filière, on le doit à des acteurs comme Imagine Optique. Et pour rappel, la filière et son dynamisme, ça repose aussi sur 80% de PME. Donc c'est ces PME-là qui embauchent, qui créent de l'emploi, ce qui est pareil, qui créent de l'innovation, qui font des projets collaboratifs, qui donnent du temps aussi pour les étudiants. Donc voilà, c'est les pieuvres tentaculaires avec 1000 casquettes des acteurs comme ça, et je suis très contente d'avoir un champion qui soit emblématique et qui représente aussi ce dynamisme-là. Samuel, je t'ai donné une minute. Ok, je te remercie Lola. Formidable, la scène est à toi. Merci à vous tous pour votre participation à ce webinaire qui se fait dans un double contexte. Donc, comme tu l'as rappelé, à la fois le contexte des champions. Et merci encore à Systématique pour ce coup de projecteur. Et puis, un deuxième contexte qu'on veut un peu plus institutionnel pour nous, qui est nos 25 ans. C'est les 25 ans d'Imagine Optique. Alors, on est un tout petit peu en avance puisqu'on a créé la boîte en décembre 1996, mais c'est quand même une belle occasion pour nous de pouvoir commencer les festivités, parler d'optique adaptative et puis revenir un peu sur notre parcours de 25 ans.
Donc, j'étais au téléphone à l'instant avec Gérard Moreau, qui est un de nos deux invités, que je remercie. Je pense qu'il ne m'entend pas parce qu'il n'a pas encore réussi à se connecter. Et a priori, il n'aura pas de PC pour se connecter. Et donc, à la technique de systématique, est-il possible de le connecter par téléphone? Voilà, c'est une question que je lance. Et donc, il attend le coup de fil. Si on peut se connecter par téléphone, il attend le coup de fil pour pouvoir interagir avec nous. Une autre personne qui va intervenir, c'est un des cofondateurs d'Imagine Optique, Xavier Levesque, avec moi, donc il y a 25 ans, partenaire de toujours, qui interviendra plutôt pour parler des perspectives et des 25 prochaines années, des 25 prochaines années d'innovation qu'on compte bien réaliser. Voilà, alors 1 heure pour discuter, même moins d'1 heure, parce qu'on a déjà grignoté un petit peu sur le temps. C'est court, c'est même juste impossible de décrire toute l'aventure qu'on a pu vivre, qui nous a fait vibrer, qui nous a fait faire des rencontres exceptionnelles, voilà, des prix Nobel par exemple, donc à commencer par Pierre-Gilles Degène, qui était dans notre premier tour de table quand on a créé l'entreprise, jusqu'à Gérard Moreau, dont les travaux, qui nous fait l'honneur de participer, de nous accompagner dans ce 25e anniversaire, et dont les travaux ont vraiment donné dimensionné notre activité sur plusieurs années et qui constitue encore aujourd'hui une grosse partie de notre activité et de nos perspectives. Voilà, alors je vais revenir un petit peu sur les collaborations académiques qu'on a pu avoir. Ça va être un petit moment court, et puis Xavier terminera avec les perspectives. Alors, revenir sur 25 ans d'activité, c'est pas évident. Je vais essayer de le faire. On a découpé un petit peu aléatoirement en étapes, en phases, en périodes. Et cette dernière période, là, 2020-2030, c'est pour Xavier. Moi, je vais vous parler un petit peu des 3 périodes que j'ai découpées. Première période qui concerne le démarrage de l'activité, avec le démarrage donc d'une activité qui était complètement nouvelle. Le Shake Hartmann n'était pas utilisé au niveau métrologique. Il n'existait pas. Donc, mesurer un front d'onde comme on mesure un profil de faisceau, c'était quelque chose qui n'était pas concevable. On nous l'a dit, on nous l'a beaucoup dit dans les gens qu'on a rencontrés au début quand on leur a présenté le concept. Et il a donc fallu évangéliser cette technologie, s'appuyer sur des labos qui, eux, avaient compris, qui avaient la vision de ce qu'on était capable de faire, qui ont partagé ça. Et donc, je peux citer Jean-Paul Chambaret au LOA à l'époque, Madame Galou au CEA de Saclay, qui sont les premiers clients qu'on a pu avoir. Au bout de 24 mois, on avait nos premiers produits qui étaient mis sur le marché. Je peux citer également les équipes de Laser Mégajoule, avec qui on a eu les premiers contacts du temps où ces équipes étaient sur l'email, et je pense notamment à Philippe Jean-Pierre. Voilà, donc la mayonnaise a pris progressivement. Vous voyez nos premiers designs là sur cette slide, dont on était très fiers à l'époque, mais qui ont un peu vieilli. Vous voyez aussi à droite les créateurs qui ont aussi qui étaient jeunes à l'époque et qui, eux, aujourd'hui, ont un peu vieilli. Alors, quand je dis que la mayonnaise a pris, donc ça a pris beaucoup au niveau académique, plus progressivement au niveau industriel, avec des gens comme Thales, alors la NASA, à mi-chemin entre l'industriel et l'académique, Sony pour ses développements sur le Blu-ray, qui nous avait contactés très très tôt et avec qui on a pu travailler un petit peu. Donc c'est une période d'essai, de maturation de la technologie qui nous a permis de démontrer les performances, la robustesse et la versatilité. Et c'est vrai que cette versatilité, ça nous a permis de toucher à beaucoup de domaines. Et on le ressent encore aujourd'hui. Donc je fais une petite parenthèse, mais c'est vrai qu'on est issu de milieu technique. Je dis souvent, on a démarré l'activité, c'était vraiment du techno-push, même si on avait des affinités marketing. Et aujourd'hui, on essaie de se soigner, on essaye de faire un peu plus de marketing pour essayer d'aller dans la direction des besoins de nos utilisateurs. Alors, toujours dans cette période-là, je cite quelques dates clés. Donc, 99, on réalise une première mondiale. C'est une boucle d'optique adaptative. Donc, les boucles d'optique adaptative existaient déjà dans le domaine astro. Et là, on signe une performance et une boucle d'optique adaptative précise à lambda sur 200. Donc, pour les non-techniques, ça ne signifie pas grand-chose, mais pour les gens techniques qui nous écoutent, on sait que cette performance-là, elle était unique à l'époque. Et ça, c'était possible grâce à la mesure de front d'onde métrologique.
Et on avait fait ça avec la société Silas à l'époque, qui était fabricant de miroirs déformables. Et Pascal Joël, pour qui j'ai une pensée également. Une autre première mondiale en 2002, en adaptant la technologie déjà à l'époque sur les lignes de lumière de type synchrotron, EUV et synchrotron, donc rayon X. Donc là, à l'époque, c'était sur une ligne à Berkeley, où on a fait le premier analyseur dans l'EUV. Donc, on progresse effectivement régulièrement. Plusieurs versions d'analyseurs de front d'onde voient le jour. On robustifie tout ça. C'est la progression naturelle qu'on a pu avoir sur cette période-là. J'enchaîne avec une seconde période qui est un petit peu la démocratisation, ce que j'appelle la démocratisation de l'optique adaptative. C'est-à-dire que le marché de l'optique adaptative, un des composants clés, c'est le miroir déformable, et l'offre sur le marché était quand même assez, comment dire, étroite, assez limitée. Et donc, les possibilités qu'offrait l'optique adaptative à l'époque étaient effectivement limitées à des applications bien précises. Donc, on s'est intéressé à la technologie et on a pu développer successivement, entre 2005 et 2010, deux technologies. Sur la gauche, un miroir déformable de technologie avec des actuateurs électromagnétiques. On a fait ça en collaboration avec le laboratoire d'astrophysique de Grenoble, et un transfert de technologie avec eux. Et puis, à droite, alors, dimension caractéristique, celui de gauche tient dans la main, hein, c'est un tout petit miroir pour les applications plutôt en bioimaging. Et puis, sur la droite, des beaucoup plus gros miroirs pour les lasers de puissance, sur lesquels on devrait revenir dans une discussion avec Gérard, je l'espère, je croise les doigts. Donc, j'appelle ça démocratisation parce que on a beaucoup travaillé sur comment faire pour que l'optique adaptative puisse être utilisée aisément par des industriels, par des scientifiques, sans avoir, alors bien sûr, un degré de compétence et de savoir-faire important, mais au fil du temps, on a essayé de minimiser ça. Et cette démocratisation, elle trouve toute son expression dans la caméra rétinienne qui a été développée dans notre société sœur. C'est une spin-off qui date de 2003, Imaginize. Donc, vous voyez le produit sur la droite et vous voyez les images qu'on est capable de produire, hein, que des docteurs sont capables de produire. Ce n'est pas nous, c'est les docteurs qui produisent ces images-là. Donc, une image classique de rétine sur la gauche. Quand on zoome, alors désolé, il n'y a pas l'animation, mais quand on zoome, on voit une image qui n'est pas très nette, on voit vaguement l'ombre d'un vaisseau. Et puis quand on met l'optique adaptative en route, on voit les microstructures qui se révèlent. Et quand on zoome encore, là, vous voyez ces pixels lumineux, ce sont les photorécepteurs de l'œil. Et donc, cette capacité à voir, à faire un microscope de la rétine live par un docteur, et le docteur ne touche pas l'optique adaptative, hein, il appuie sur son bouton, sur l'image, et le système gère ça entièrement automatiquement. C'est ça la robustesse de l'optique adaptative qu'on a pu développer à Imagine, et c'est ce qu'on s'efforce toujours à faire sur de nouvelles applications, comme en microscopie, Xavier en parlera un petit peu tout à l'heure. Donc on continue pendant cette période à faire évoluer nos instruments, nos logiciels, pour atteindre vraiment une robustesse inégalée, illustrée typiquement par cette application-là. Alors, je migre vers cette période de 10 ans qu'on vient de passer après la crise de 2008. Hein, évidemment, tout ça, c'est très linéaire. Hein, on ne peut pas mettre de date très, très précise, mais voilà, cette phase-là de vie, l'analyseur de front d'onde, donc l'ASO, qui est notre marque d'analyseur de front d'onde, est reconnu comme étant le gold standard de l'analyse de front d'onde. C'est les industriels qui utilisent ça. Alors, je fais une toute petite pause pour pouvoir donner le numéro de portable de notre ami Gérard. Si j'y arrive, hop. Tac. Tu le prends. Donc, je continue. Pardonnez-moi cette interruption. On va essayer vraiment d'avoir Gérard d'ici peu, parce qu'on arrive juste au moment où je dois lui passer la parole. Et donc, vous avez compris, il n'aura pas de slide, donc on va plutôt organiser ça sous forme de discussion, et j'espère que ça sera le plus convivial possible. Et c'est le moment aussi de poser vos questions sur le chat, si vous en avez pour Gérard, en fonction des propos qu'il tiendra, bien évidemment. Donc,
je reviens sur cette période. Donc là, c'est une période où on a converti beaucoup d'industriels sur beaucoup d'applications sur nos capteurs, sur nos instruments. On a développé des solutions plus ou moins avancées, pas juste l'instrument qu'on donne à l'industriel, mais des solutions complètes qui permettent de caractériser des objets. Alors d'abord dans les bureaux d'études, et puis progressivement, on est rentré sur les lignes de production, donc contrôle de procédés, contrôle qualité dans l'industrie photonique, bien sûr, mais pas que, dans l'industrie du spatial, de l'aéronautique, des semi-conducteurs, des médicales. J'ai mis quelques références là sur la gauche des grands noms qui nous suivent, qui sont des clients réguliers pour nous. Et puis, à côté de ça, bien évidemment, toujours des académiques qui sont consommateurs de ces technologies-là depuis toujours. Alors, je suis censé avoir Gérard, et j'espère que je vais l'avoir au téléphone d'ici peu. Donc Gérard, je n'ai pas besoin de le présenter, hein, donc prix Nobel de physique 2018. Alors, est-ce qu'on arrive à la téléphone? Oui, nous avons M. Mourou en ligne au téléphone, il nous entend, donc nous allons pouvoir échanger avec lui. Samuel, est-ce que vous entendez bien M. Mourou? Alors Gérard, est-ce que tu es avec nous? Gérard, tu m'entends? Oui, je l'ai le haut-parleur. Gérard, moi je ne t'entends pas. Ah, moi je t'entends. Ah, il vous entend. Ok, Gérard. Merci de nous avoir rejoints. Donc, je viens de faire une présentation un petit peu sur les 25 premières années, très rapidement, d'Imagine Optique. Et on est arrivé à un moment où je voulais parler des applications, illustrer une des applications de l'optique adaptative avec les travaux que tu as menés tout au long de ta carrière et pour lesquels tu as eu un prix Nobel. Alors, pas pour l'optique adaptative, hein, pour les lasers ultra intenses, la lumière extrême. Alors, j'ai expliqué que tu avais eu des soucis techniques et que tu ne pouvais pas te connecter avec un ordinateur. Mais est-ce qu'on peut échanger un petit peu sur justement les applications extrêmes? Tout à fait. Tu peux échanger sur les applications, oui. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu des applications avant qu'on revienne sur l'optique adaptative elle-même? Oui, je peux vous parler des applications. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que c'est vraiment audible? Oui, c'est très bien. Ça va bien? Oui, très bien. Très bien. Bon, mais écoutez, je vais vous parler des applications, hein, des impulsions ultra intenses. Bon, d'abord, j'aimerais vraiment m'excuser de la situation. Je voudrais aussi féliciter Imagine Optics pour tout son travail qu'il a fait depuis, combien tu dis, 25 ans? J'imagine c'est au moins 25 ans. Et donc, je les ai vus finalement grandir. J'étais un des premiers, peut-être un de leurs premiers clients. Ils ont joué un très, très, très grand rôle. Hein, et donc, je veux vraiment les saluer ici. Merci. Alors, pourquoi les impulsions ultra intenses? D'abord, si on fait des impulsions ultra intenses, bien sûr, on comprime temporellement l'impulsion, mais ça ne suffit pas. Il faut la comprimer aussi spatialement. Hein? Et c'est là, bien sûr, où, pour qu'une bonne compression d'impulsion, il faut Imagine Optics. Voilà. Et là, c'est de ce côté. C'est pour ça qu'on a pu réaliser toutes les applications qu'on a pu réaliser avec le laser, quoi. Le laser CPA. Laser CPA, sans correction de fond d'onde, etc., il est évidemment beaucoup, beaucoup moins efficace. Alors, parmi les applications vraiment extraordinaires, je trouve, et on en trouve tous les jours des applications, d'abord, scientifiques, bien sûr, scientifiques parce que on était parti là-dessus, parce que les applications sociétales, comme j'aime voir les applications comme scientifiques et sociétales. Voilà. Et donc, scientifique, c'était la chose la plus évidente. L'interaction laser-matière à très très haute intensité, elle avait déjà lieu, mais avec des impulsions
de la nanoseconde. Hein. C'est ce qui a donné lieu au programme du mégajoule ou de la fusion thermonucléaire, etc. Maintenant, avec les impulsions intenses, on a pu aller à des régimes d'intensité beaucoup plus élevés. Et bien sûr, c'est là, bien sûr, où la compression spatiale d'impulsion est vachement importante. Et c'est là, bien sûr, où Imaginoptics a joué un très grand rôle. La chose que l'on en science, le Graal, c'est d'essayer d'avoir d'atteindre les intensités que l'on dit de Schwinger, c'est les intensités avec de l'ordre de 10 puissance 29 watts par centimètre carré. Hein. On n'y est pas tout à fait encore. Hein. C'est là où on matérialise le vide. C'est là où on matérialise la lumière. Okay. Donc, c'est vraiment quelque chose, c'est ce qu'on appelle ça le non-linear QED. C'est là où c'est vraiment important et c'est là que c'est vraiment nouveau de faire ce travail-là dans le domaine optique, si on veut. Hein. Alors, il y a cette grande application dans le domaine en sciences. Mais après, bien sûr, il y a des applications maintenant que j'appelle sociétales. Alors là, on a le médical, bien sûr. Et dans le médical, on a l'environnement. Dans le médical, une application extrêmement importante. On avait commencé par ça, hein, mais bien sûr, c'est l'ophtalmologie. Hein. L'ophtalmologie où, on a démontré il y a quelques années de ça, enfin une quarantaine d'années, que effectivement les impulsions ultra intenses à haut taux de répétition faisaient en fait un bistouri idéal. Et c'est cette application qui est très utilisée en ophtalmologie, par exemple. Hein. En ophtalmologie, on fait des découpes sur la cornée ou sur le cristallin, des choses comme ça. Et on fait ça d'une façon très bien et supérieure avec le geste qui est plus mécanique, hein, le geste qui utilise le bistouri, un bistouri classique. Donc ça, c'est vraiment une très très grande application qui a quelques millions de patients par an, hein, pour corriger la cornée, pour les myopes, pour les hypermétropes, etc. Maintenant, il y a aussi à des intensités plus élevées, ce que l'on peut faire, c'est produire des protons. Et les protons, avec les protons à haute énergie, hein, protons de l'ordre de plusieurs centaines de MeV, idéalement, eh bien, on fait ce qu'on appelle la protonthérapie. Ça, c'est vraiment séduisant, parce que la protonthérapie, par rapport à la thérapie X, ou bien par rapport à la thérapie d'électrons, par exemple, elle a l'avantage de ne pas, d'être beaucoup moins néfaste sur les tissus qui sont devant la tumeur. Hein. Si vous voulez, bien sûr, détruire une tumeur, il faut la brûler. Hein. Alors, on peut le faire avec les électrons, on peut le faire avec les rayons X, mais ce qui se passe avec les électrons et les rayons X, eh bien, on brûle les tissus qui sont avant la tumeur. Alors que dans le cas du proton, on peut ajuster l'énergie des protons. Si on peut ajouter l'énergie des protons, eh bien, on ne brûlera beaucoup moins les tissus qui sont avant la tumeur. Et ça, bien sûr, c'est extrêmement important.
Dans le domaine de l'environnement, l'environnement, c'est très, très important, bien sûr. Il y a une application qui est extrêmement importante, c'est la transmutation des déchets nucléaires. Actuellement, on sait que le nucléaire n'a pas une très grande presse, parce que quand on pense plutôt au soleil, au solaire, au vent, etc. Mais le nucléaire, malheureusement, il y a eu quelques accidents et qui ont refroidi vraiment les gens. Et la presse pour le nucléaire n'est pas bonne, bien qu'elle se soit considérablement améliorée. Alors, personnellement, je trouve que c'est pour l'environnement, on pourrait certainement peut-être faire ce qu'on appelle la transmutation des déchets à vie longue nucléaire, des déchets qu'on veut enfouir actuellement, actuellement. Et donc ça, c'est pour faire la transmutation. Eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut utiliser les éléments qui sont créés au cours de la création d'énergie. On change le noyau, on change l'élément et cet élément devient radioactif pendant des centaines de milliers d'années. Et donc c'est ça qui est le gros problème. Et bien sûr, il faut essayer de l'enfouir, etc. Ça coûte très cher et c'est pas mal. Alors, ce que on veut faire, c'est que on veut pratiquement transmuter, par transmutation, les noyaux. Les noyaux qui sont néfastes et qui ont des temps de vie très très élevés, en des noyaux qui sont plus petits, qui auront des temps de vie beaucoup plus brefs. Et on peut faire ça, encore une fois, en fusionnant ces éléments très radioactifs, qu'on appelle les actinides mineurs. Est-ce que, Gérard, oui. Est-ce qu'il y a déjà eu une faisabilité il y a déjà eu des manips qui ont démontré ça, et quel serait est-ce que les technologies actuelles permettraient, avec évidemment une mise à l'échelle, d'atteindre un objectif assez rapide pour remplir le besoin, parce qu'il y a quand même des déchets, il y en a quand même des quantités astronomiques. Donc, quel serait l'effort à faire au niveau industriel? Alors, il y a ça, mais il y a une chose aussi que je voudrais dire, il n'y a pas que je suis assez excité à propos de ça, parce que justement, il nous faudra des lasers qui puissent produire des protons à haute énergie et qui, eux, vont produire des neutrons qu'on va utiliser ensuite pour la transmutation. Et il y a tous les éléments qui sont en train tous ces éléments sont en train d'être assemblés, de s'assembler actuellement pour aller dans cette direction. Et je trouve que là-dessus, on avance assez vite, assez vite. C'est-à-dire qu'on a des lasers avec l'énergie, avec le taux de répétition qui commence à venir, etc. Parce que pour ces applications, il faut de l'énergie, bien sûr, puisqu'il nous faut de la puissance. Alors pour la puissance, il faut de l'énergie, bien sûr, à délivrer en étant très très bref, et puis aussi focaliser. C'est là aussi où Imagine Optique, bien sûr, joue un grand rôle, pour avoir la possibilité donc de créer ces protons qui, eux, vont créer des neutrons, et ces neutrons vont être utilisés pour transmuter ces matériaux qui sont nocifs pendant des centaines de milliers d'années. Oui, c'est clair. Là, on avance bien, mais je crois que c'est un gros travail, et c'est là aussi
que bien sûr, l'adaptation des travaux que font Imagine Optics et autres sont extrêmement importants. Hein. Ça, c'est vraiment... Voilà. Après, il y a d'autres applications, bien sûr. Bon, il y a deux applications médicales et environnement. Est-ce que je peux prendre quelques questions là, si vous le voulez bien. Absolument. Après cette petite introduction. Alors, je crois que Xavier déjà a une question. Pardon? Micro. Alors, Xavier va essayer de poser une question. Alors, on ne l'entend pas. Votre micro est maintenant ouvert, Xavier. Allez-y. On ne vous entend pas. Débrancher les casques. Moi, j'ai une question très rapide. Juste pour revenir sur l'histoire, en attendant que Xavier se connecte. À quel moment tu penses que l'OA, l'optique adaptative, est devenue incontournable pour vos applications? Attends, je n'ai pas compris. J'entends mal, là. Si on reprend un petit peu l'historique, à quel moment, en quelle année tu penses, ou autour de quelle année, l'optique adaptative est devenue indispensable? En quelle année, je dirais mais moi, là, ça a été indispensable. J'ai pensé tout de suite, il faut aller une meilleure focalisation. Hein. Mais c'était dans les années 90, 91, 92, quelque chose comme ça. Peut-être quelque chose comme ça, oui. C'est les années aussi où vous travaillez, là. Vous commenciez à travailler là-dedans. Non, 90, non, ça me paraît trop tôt, 90. Mais parce qu'en 90, j'étais à Michigan. En 90, j'étais en Michigan, oui. Ouais. Nous, on a commencé à travailler, c'est dans les souvenirs, on a commencé à travailler avec le Michigan en 97-98. Oui, après, il y a toujours un temps de latence. Il y a un temps de latence. Il y a... Oui, peut-être que c'est plutôt 94-95, hein, peut-être. Je me suis appelé, il faudrait que je me souviens mal, là, comme ça. OK. Est-ce que Xavier était avec nous? Non, Xavier n'a pas de questions. Enfin, en tout cas, il ne peut pas formuler ses questions. Comment est-ce que tu vois l'évolution qualitative dans le futur? Qu'est-ce qu'on va avoir besoin de corriger plus qu'aujourd'hui? Est-ce que c'est juste un effet d'échelle ou est-ce qu'il va falloir mettre au point de nouvelles choses? Il y a un large sanitaire, évidemment. À mon avis, ça sera les corrections. C'est dans le domaine X. Parce que les impulsions deviennent de plus en plus courtes. Et en devenant de plus en plus courtes, elles se trouvent dans le domaine X. D'accord. Donc, on aura des impulsions courtes et très intenses, hein, avec deux énergies courtes, donc ce sera très intense. Et ça, bien sûr, c'est quelque chose qu'il va falloir aussi corriger, certainement. Okay. Et corriger dans le domaine X, et bien sûr, c'est un petit peu... C'est coton, parce que la longueur d'onde est courte, hein, mais ça, il y a des choses qui peuvent se faire. Oui, alors... Je dirais correction dans le domaine X. Alors, on a déjà la brique de mesure. Hein, on a déjà développé des analyseurs de front d'onde dans les X. Nous, aujourd'hui, on commercialise des analyseurs de front d'onde dans les rayons X. Donc, les premières briques sont déjà en train de se mettre en place. Oui, ben c'est très, très bien, ça. Jusqu'à quelle énergie? Là, aujourd'hui, on est dans le 10, entre 10 et 20 keV. Pardon, 10 keV? 10 à 20 keV. 10 à 20 keV. Mais là, il n'y a pas trop d'énergie. Là, j'imagine, c'est simplement des rayonnements de synchrotrons, des choses comme ça, où il n'y a pas beaucoup d'impulsions. Moi, je suis en train de penser à des impulsions
brèves, avec beaucoup d'énergie, donc très puissantes, mais très brèves, donc elles se trouvent dans le domaine X. Vraiment. Et donc, il y a cette... il faut pas endommager le... Ouais, il ne faut pas endommager, bien sûr, l'interféromètre. Ouais. Bon, ok. Parce que les rayons X qu'on comprime, il n'y a pas beaucoup enfin, l'intensité n'est pas très élevée. Hein. Oui, d'accord. Bon, j'espère qu'on aura l'occasion de en discuter justement pour pouvoir préparer ça. Pardon? J'espère qu'on aura l'occasion d'en rediscuter pour préparer ça. Ah, absolument. Absolument. Alors là, tu peux venir me voir hein, déjà. Hein. Moi, je suis très, très, très preneur. Hein. C'est le Kev, mais avec de l'énergie cette fois-ci. Hein. C'est pas le... Oui. Bon. Kev avec l'énergie. Voilà. Bon, écoute, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. J'ai l'impression que Xavier est terminé. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. Ok, très bien. Oui. Bonjour Gérard. Ouais, petite question. J'ai cru entendre que le laser Apollon là, qui est sur le plateau tout près de chez nous va servir de démonstrateur. Pardon? C'est Xavier Levesque qui parle. Ah, Xavier, très bien. Ouais. J'ai cru... Salut. J'ai cru comprendre que comme démonstrateur pour la transmutation, tu bosses avec eux pour ça aussi? Donc la question... pour la transmutation, on travaille sur plusieurs fronts. Hein. Je travaille avec plusieurs équipes, hein, qui soient françaises, mais qui soient aussi étrangères, hein, bien sûr, les Allemands, les Américains, voilà, les Italiens. Oui. D'accord. Mais il y a plusieurs problèmes à régler pour la transmutation. Hein. Et ce n'est pas que des problèmes d'optique. Il y a d'autres problèmes. Bon, d'accord. Mais il y a une chose qui est très importante, effectivement, c'est la correction de son onde. Une fois qu'on a ces impulsions haute intensité dans le domaine X, il faut pouvoir les utiliser. Donc, il faut des optiques qui tiennent ce flux, et des choses comme ça. Oui, donc c'est des problèmes des technologies. Pardon? C'est encore des problèmes technologiques à résoudre, mais ça va venir, quoi. C'est de l'ingénierie. Ah oui, c'est de l'ingénierie, oui, tout à fait. Bon, écoute, merci pour ton intervention, Gérard. Tu as une contrainte à 16 h, donc je vais te libérer. Je n'ai pas vu d'autres questions sur le chat, a priori. A priori, pas de questions. Donc, on va te libérer, Gérard. Merci encore beaucoup pour le temps que tu as passé. Désolé pour les difficultés qu'on a pu avoir là dans la connexion. Mais c'est un moment convivial et un clin d'œil pour lequel on te remercie chaleureusement. Oui, merci beaucoup, Gérard. Je ne sais pas si on l'a une dernière fois au métro ou s'il a raccroché. A priori, il a raccroché. Très bien. Bon, alors il nous reste relativement peu de temps. Je vais essayer d'aller assez vite avant de donner la parole à Xavier. Donc, je passe sur 2-3 images. Voilà, sur des images justement où il y a des mises en œuvre de nos miroirs dans des chaînes laser plus ou moins importantes et parfois très commerciales. Celle-là, c'est une chaîne laser commerciale. Avant de donner la parole à Xavier, juste une petite anecdote pour illustrer mon propos. Un jour, il y a une quinzaine d'années, justement, Gérard Mourou, pour faire la transition, nous passe un coup de fil un soir et nous dit écoute, j'ai une source terahertz dans mon labo, j'aimerais voir si votre miroir déformable peut agir sur la source mégahertz terahertz que j'ai avec moi. Est-ce que je peux venir? Donc je lui dis bien sûr, viens. Et donc le lendemain matin, il était là avec son étudiant
il fait ses manips, et puis bon, il est reparti avec ça. Donc, j'ai plus le souvenir précis de l'exploitation qu'on a pu en faire, mais c'est juste pour vous illustrer l'écosystème dans lequel on évolue, et l'importance de cet écosystème pour toutes les boîtes, les startups et boîtes plus importantes aussi. On est dans un environnement exceptionnel autour du plateau de Saclay. Optics Valley avant, maintenant plateau de Saclay, qui s'est largement renforcé depuis, avec un très très grand nombre d'institutions avec lesquelles on travaille. Donc le LOA, on l'a déjà cité. Gérard Mourou a été directeur du LOA quand il est revenu des US pendant quelques années. L'Institut d'optique, Graduate School à Palaiseau, le CEA de Saclay, bien évidemment, avec lequel on a monté d'ailleurs un laboratoire commun récemment. Apollon, que Xavier a cité. Laserix, qui est au cœur de l'Université d'Orsay, avec Soleil, qui est aussi sur le plateau. Donc, c'est vraiment un environnement extraordinaire et de proximité pour pouvoir travailler sur des développements amont. Et travailler également en bonne intelligence avec les étudiants qui sortent de ces institutions. Il y a un réseau de formation exceptionnel aussi qui est dans le coin. Et de tout ça naît évidemment un tissu industriel dans lequel nous, on vient s'approvisionner d'une part, nos fournisseurs, mais aussi, vous avez compris, on a aussi nos clients et partenariats stratégiques. Donc tout ça sur un territoire qui est assez limité, qui est animé par Systématique. Donc j'en profite pour remercier encore à nouveau Systématique pour les moyens qu'ils mettent en œuvre et l'animation de cet écosystème qui est vraiment décisif pour le développement des PME comme Imaginoptique, des PME high-tech, photonique, deep-tech maintenant on dit, mais voilà, c'est juste un clin d'œil là-dessus et pour rappeler combien nous on aime travailler avec le domaine académique. Je vais donner la parole à Xavier. J'espère que le son de Xavier va pouvoir tenir le choc. J'espère aussi. Okay, very well. Donc, merci pour la transition. Et pour terminer la transition, j'ai vu qu'il y avait dans le chat une question de Patrick sur les propriétés, enfin, quelles sont les propriétés physiques nécessaires pour obtenir ces nouveaux flux hyper puissants. Alors, en l'occurrence, c'est une cascade de réactions physiques. Et la lumière, elle est là pour initier cette cascade de réactions physiques. Et cette cascade de réactions physiques, c'est en gros l'excitation des atomes. Et en fonction de la puissance à laquelle on arrive à exciter les atomes, on peut en générer de la lumière, comme les rayons X. On peut aussi les exciter suffisamment pour éjecter les électrons qui seront par la suite accélérés pour être utilisés dans des expériences de physique. Ou si on tape encore beaucoup plus fort, on arrive à sortir des protons. Et Gérard a un peu parlé de la protonthérapie, qui est en gros une thérapie qui est utilisée pour le traitement des cancers du cerveau. Et on se rend bien compte de l'intérêt de ça. Il faut vraiment abîmer le moins possible quand on veut atteindre la tumeur. Et c'est pour ça que c'est si important d'utiliser les protons pour ça. Parce que c'est un truc assez hallucinant. Les protons, ils ont la capacité de traverser les tissus sans provoquer aucun dommage. Et en fait, ils ne déposent leur énergie que quand ils s'arrêtent. Et donc, en calculant correctement l'énergie du proton, on arrive à l'envoyer, par exemple, au milieu du cerveau sans qu'il dégrade ou quasi pas tout ce qu'il a traversé avant. Et au moment où il s'arrête, il a énormément d'énergie et il vient brûler la tumeur. Donc voilà, donc la lumière dans tout ça, en fait, n'est que l'initiateur de la réaction physique et pas forcément le dernier maillon de la chaîne, je dirais, sur l'application. Voilà. Et maintenant, une petite transition pour répondre à la question. J'aimerais vous présenter la dernière innovation qu'on a faite à Imaginoptique, qui est l'augmentation de la résolution spatiale des analyseurs de front d'onde.
de la technologie Shaq Hartman. Donc, tant qu'on est dans les historiques, allons-y. Shaq Hartman, il y a Hartman dedans, et Hartman, c'est 1880. C'est un astronome qui voulait connaître la qualité de sa lunette astronomique, et qui a eu l'idée de mettre une plaque à trous devant une feuille de papier sensible. Alors, en gros, une pellicule, et qui a initié, a inventé la technologie Hartman. Monsieur Shaq, en 1960, a amélioré la technique en remplaçant les trous par des micro-lentilles. Et nous, on est arrivé avec au départ avec cette technologie-là. Et depuis qu'on existe, on s'évertue à l'améliorer et à la démocratiser. Et donc l'année dernière, on a un peu révolutionné cette technologie en utilisant au maximum l'information qui était issue de chaque petite micro-lentille pour augmenter d'un facteur 16 la résolution spatiale de ce type d'instrument. Donc, pour illustrer ça, il y a comme exemple ici un hologramme, donc un hologramme qui représente qui est une lumière, qui est une image en l'occurrence de phase, et pour illustrer l'intérêt de la techno, j'ai choisi une image naturelle qui est en l'occurrence là un mandrille. Donc il faut bien voir que on a codé pour l'expérience, codé en phase, c'est-à-dire en variation de vitesse de la lumière, cette image. Et vous voyez au milieu ce qu'on peut sortir avec la technologie Shaq Hartman standard comme résultat quand on envoie cet hologramme sur le capteur. Et à droite, ce qu'on arrive à faire avec le même hardware, c'est-à-dire avec le même système physique, en exploitant au mieux l'information récupérée sur chaque micro-lentille de ce système, comment on arrive à améliorer de façon assez drastique la résolution spatiale. Donc ça, c'est effectivement intitulé le futur d'Imagine Optique pour les années 2020-2030, parce que cette amélioration-là nous ouvre de nouveaux pans entiers de métrologie dans l'optique, à commencer, et ce à quoi on s'évertue en ce moment, à commencer à attaquer l'ensemble des standards en interférométrie, en apportant pas mal d'avantages, en particulier une super robustesse complètement insensible, une technologie complètement insensible aux vibrations, une technologie complètement achromatique qui permet de mesurer et de qualifier les systèmes optiques à la longueur d'onde pour lesquels ils sont destinés à travailler. Et évidemment, une très très grande précision offerte par la technologie chez Hartman. Donc voilà, on est très fiers d'avoir réussi un peu ce challenge, et on est sûr que ce nouvel outil, la technologie LIFT, va nous permettre de faire encore de belles innovations dans la métrologie dans les prochaines années. Et pour ouvrir aussi sur tout ce qu'on est en train ce sur quoi on est en train de travailler, et qui va aussi sortir sur le marché dans les prochaines années, je voudrais passer maintenant à ce qu'on fait en microscopie. Et c'est le... Ok. On a beaucoup parlé là dans ce webinaire de l'optique adaptative pour les lasers de puissance, pour réussir à focaliser sur une toute petite surface énormément d'énergie. Et ben là, je vais vous parler d'optique adaptative pour une autre application qui est la microscopie. Et là, le challenge, c'est de réussir à aller voir à l'échelle microscopique à l'intérieur de tissus, et en particulier de tissus diffusants.
Et une des applications qui est très demandeuse de pouvoir pénétrer des matières très diffusantes, c'est la neurologie. Et en particulier, en ce moment, toutes les recherches qui sont faites autour des maladies neurodégénératives. On peut parler d'Alzheimer, de la sclérose en plaques, mais il y en a aussi encore d'autres, pas mal. Donc beaucoup de recherches sont en train d'être menées sur des animaux, et en particulier sur la souris. Et là, je vais vous montrer un petit film que j'espère va être lancé, voilà. Donc c'est un film où vous voyez aussi des neurones sur un animal vivant, et vous voyez les neurones qui s'allument ou qui s'éteignent en fonction de l'activité du cerveau, et en fonction de l'expérience qui est demandée à l'animal pendant qu'on regarde en temps réel ce qui se passe au niveau de ces neurones et de l'activité neuronale. Donc comme vous le savez sûrement, le cerveau, c'est absolument pas transparent, et c'est même assez diffusant, et donc c'est extrêmement compliqué de pouvoir aller suffisamment profondément pour arriver dans les couches neuronales intéressantes pour aller étudier ces maladies qui sont assez malheureusement assez courantes et assez liées à l'âge et au vieillissement de la population. Donc là, nous, à Imagerie d'Optique, avec pas mal de partenariats scientifiques et avec des labos de biologie et de neurologie, on s'est attaqué au sujet, et on a mis au point des technos basés sur ce qu'on savait faire, c'est-à-dire l'analyse de front-monde, c'est-à-dire l'analyse des propriétés optiques à la traversée de milieux plus ou moins transparents, pour améliorer la qualité des images, même en profondeur et pour illustrer ça, je vous montre sur la droite de ce slide une image qui est faite en profondeur, en l'occurrence là sur du cerveau de drosophile, qui est un des premiers animaux utilisés pour l'étude des propriétés neurologiques, enfin des fonctionnements neurologiques animal. Vous voyez à gauche une image qui est faite à quelques dizaines de microns de profondeur sans optique captative, et à droite à l'aide d'optique captative, et il est très clair que à la fois on récupère énormément plus de signal, mais aussi on améliore grandement la résolution, ce qui permet d'aller voir des choses qui étaient invisibles, et en particulier les choses d'intérêt, et dans le cas ici, des projections neuronales qui sont absolument cruciales dans l'étude des maladies neurodégénératives. Et comme on aime bien développer pas mal de choses, et on espère réussir à être encore plus utile à la société, on a aussi lancé un autre pan de recherche, toujours basé sur la techno que l'on a à disposition. C'est de l'imagerie de phase dans les rayons X. Alors là, l'imagerie de phase dans les rayons X, elle a une première vraie application, et cette première application, c'est encore une application médicale. C'est le meilleur diagnostic, et un des diagnostics plus précoces du cancer du sein. Donc, comme vous pouvez voir sur les images de droite, donc l'image de gauche des images de droite, c'est l'état de l'art aujourd'hui de l'imagerie médicale avec des rayons X pour la mammographie par exemple. Et ce que vous pouvez voir en brillant sur l'image, c'est une tumeur. Et la grande histoire dans ce type d'imagerie, c'est de réussir à détecter si la tumeur est maligne ou bénigne. Et avec une image d'absorption, on a une information sur la tumeur, mais elle est malheureusement pas toujours suffisante pour savoir si la tumeur est maligne ou si la tumeur est bénigne.
Et pour le savoir ça, il faut faire une biopsie, ce qui est quand même relativement invasif et pas forcément nécessaire. Pas forcément nécessaire à partir du moment où on arriverait, et c'est le rôle de ce qu'on est en train de développer, à avoir une information complémentaire qui nous permettrait de séparer et d'avoir une information pertinente pour savoir si la tumeur est bénigne ou si la tumeur est maligne. Et l'information qu'on va chercher là, c'est une information de vitesse de la lumière à la traversée de la tumeur. Et avec ces deux informations qui ont une fois l'absorption du matériau et la vitesse à laquelle la lumière le traverse, on arrive à avoir à la fois des contrastes, une sensibilité et une spécificité qui est quelque part doublée par cette nouvelle information et qui permet d'avoir une meilleure connaissance de la composition physico-chimique de la tumeur, qui permet de déterminer si cette tumeur est maligne ou bénigne. Et l'image de droite, complètement à droite de ce slide, c'est une image, donc une image de phase, ou autrement dit, une image de vitesse de la lumière à travers des tissus. Et là, on voit spécifiquement la tumeur qui apparaît, en l'occurrence, en surépaisseur quelque part, et qui indique en fait que la vitesse de la lumière a été ralentie par rapport au tissu environnant de façon assez significative. Et l'étude comparée et conjointe de l'absorption et de ses propriétés de traversée de vitesse de lumière à travers les tissus a permis, sur ce cas-là, malheureusement, de détecter que cette tumeur était une tumeur maligne, et qu'il a fallu du coup procéder au retrait et au retrait de l'ensemble du sein en l'occurrence. Et à gauche de ce slide, vous voyez la future machine, enfin la machine en développement qui est faite en collaboration, donc on ne fait pas ça tout seul, mais en collaboration avec le CELIA, Alphanov, Amplitude, dans la région de Bordeaux, pour mettre au point une machine qui sera basée sur du laser pour générer les rayons X, et basée sur notre nouveau détecteur d'imagerie de phase dans les rayons X pour amener cette information complémentaire. Merci Xavier. Je ne sais pas si on va passer aux questions. On a démarré un petit peu en retard, donc je pense qu'on a encore quelques minutes. Si tu peux me confirmer, Lola, tu peux me confirmer? Et donc, on peut prendre quelques questions. J'ai déjà répondu à 2-3 questions qui sont passées. Oui, Samuel, je vous confirme, on peut continuer. Ok, très bien. Super. Merci pour ça. Donc, slide de conclusion avec quelques clins d'œil à nos collaborateurs, sans qui tout ça serait pas possible. Moi, j'ai peut-être une petite question, et puis ça laissera peut-être aux gens le temps de d'écrire les leurs. Au tout début, tu nous as dit qu'au commencement, vous aviez une difficulté, que l'obstacle pourrait s'apparenter à comment on se positionne sur la mesure du front d'onde. Est-ce que ça se fait comme un faisceau? Comment vous avez démarré au tout début? Merci pour cette photo mémorable. Comment ça vous est venu, ce projet-là, en sortie? C'est quoi un petit peu la genèse de juste avant? D'accord. Merci pour la question. Donc, c'est une histoire. Toute création d'entreprise est basée sur une histoire, bien sûr. Donc là, je peux essayer de synthétiser ça en 2-3 minutes, mais ça mériterait probablement plus de temps pour tout raconter. Donc, en fait, Xavier et moi, on se connaissait de l'école, de l'Institut d'optique, Graduate School, et puis ensuite d'une petite boîte dans laquelle on est passé tous les deux, moi en tant qu'ingénieur, et puis Xavier en tant que stagiaire. Et puis à un moment donné, j'ai décidé de quitter cette boîte qui faisait de la mesure 3D sans contact à l'époque. Mesure 3D sans contact. Et Xavier, lui, il bossait dans une boîte qui s'appelait Laserdot, mais on va dire Silas pour simplifier, parce qu'il y a eu une union une absorption de ces boîtes-là à l'époque,
qui travaillait sur des dispositifs d'optique adaptative, et donc qui développait entre autres du Shaq Hartmann, mais pour l'optique adaptative à l'ancienne, c'est-à-dire l'optique adaptative qui se basait sur des étoiles artificielles, qui faisait du spot tracking en gros, qui ne faisait pas de la métrologie. Le Shaq Hartmann ne faisait pas de la métrologie. Mais Xavier avait déjà eu quelques petites idées pour faire de la métrologie avec ça, et quand il a su que je partais, il m'a dit, mais attends, il me semble qu'on pourrait faire un palpeur 3D, donc de la mesure 3D sans contact, avec une autre techno que celle de la boîte dans laquelle j'étais, et qui serait, voilà, qui pourrait avoir des propriétés super intéressantes. Et donc l'idée qu'il avait, c'était d'utiliser un Hartmann, un Shaq Hartmann, mais de regarder uniquement la courbure. Donc la courbure donne une information de distance de la source. Donc on projette une source sur une surface, on mesure la courbure, et ça nous donne une information 3D, donc ça nous donne un palpeur 3D. Et on a travaillé là-dessus quelques mois, on s'est dit banco, ça a l'air de bien fonctionner. Sur le papier, c'est nickel. On a fait un petit prototype avec l'Observatoire de Paris, ça avait l'air de marcher. J'ai construit un dossier BPI. Alors BPI à l'époque s'appelait Lanvar. Et Lanvar a dit OK, sur la base de mon business plan de l'époque qui disait qu'on allait devenir leader mondial de la mesure 3D sans contact, a dit banco, on vous donne une subvention qui à l'époque c'était des subventions assez limitées par rapport aux subventions qu'on connaît aujourd'hui pour la création d'entreprises. Et donc on a démarré comme ça. Sauf que quand on a fait notre premier prototype, et ça on l'a fait, et là clin d'œil, j'en ai pas parlé dans la présentation, clin d'œil à Madame Gex, Françoise Gex de l'Observatoire de Paris à l'époque, qui nous a accueillis dans les labos de l'Observatoire de Paris un peu en perruque, hein, on n'avait pas de statut officiel pour venir faire nos manips. Elle nous a mis à disposition le labo, des équipements pour faire des matrices de micro-lentilles, etc. Donc on a tout fait. Et quand on a assemblé notre premier prototype, on s'est aperçu que les optiques de notre palpeur, on arrivait à drôlement bien les aligner avec l'analyseur de front-monde qu'on avait développé pour ça. Et donc, assez rapidement, on a confronté l'idée dans le tissu local. Alors il y a des gens qui, comme je disais tout à l'heure, qui n'y croyaient pas du tout, et puis d'autres qui étaient assez visionnaires, qui ont dit bah oui, ça doit pouvoir marcher. Typiquement Jean-Paul Jean Barret, ou les gens du Laser Mégajoule aussi nous ont dit oui, il faut continuer à travailler là-dedans, c'est bien, c'est une bonne direction. C'est comme ça qu'on a démarré l'activité d'Imagine Optique. On ne pouvait pas renoncer à la subvention en barre à l'époque, donc on a démarré sur de la mesure 3D sans contact. Et d'ailleurs, il y avait une des photos que j'ai présentées tout à fait au début, c'est notre palpeur 3D. On a fait ça pendant 2 ans, on a livré des palpeurs dans des usines Ford, dans des usines de fabrication de caoutchouc, des choses comme ça. Vraiment pas notre milieu d'aujourd'hui. Hein. Et on a fini par mettre en parallèle le développement de l'analyse de front-monde sur la table et se développer là-dedans. Et c'est une fois confronté au marché qu'on a pu affiner notre offre et se développer. Voilà la petite histoire. Il y a plein de choses à raconter, plein d'anecdotes à raconter là-dessus, mais voilà la genèse, la vraie genèse du projet. Donc comme quoi, lorsqu'on dépose un projet et qu'on dit dans le business plan, on va être leader du marché, leader mondial, parfois, on y arrive. 25 ans plus tard, on peut l'affirmer. Fièrement, bravo. Parfois, on n'y arrive pas, parce que là, en l'occurrence, on a dit qu'on serait leader mondial de la mesure 3D sans contact, pas d'analyse de front-monde, parce qu'on n'avait pas vu ça au début. Donc, quand on dit qu'on est leader de quelque chose, voilà, il faut s'accrocher, il faut y aller. C'est pas grave si on n'est pas leader de ce qu'on avait prévu d'être au départ, mais voilà, on arrive à construire quelque chose. Donc, au bout de 25 ans d'innovation, oui, on peut encore innover, oui, l'excellence se poursuit, oui, les équipes grandissent, et ça donne des champions comme vous aujourd'hui. Je vois pas de questions aujourd'hui. Là, dans le chat, si une ultime bafouille, c'est maintenant. Une ultime bafouille, non, moi j'ai déjà merci 2 fois à Systématique, donc on n'a pas échappé aux aléas du direct là, malheureusement, malgré toute notre bonne volonté, il y a eu. Voilà. Juste, ce que je veux dire, c'est on démarre nos 25 ans, on avait fêté ça, on avait fêté nos 20 ans sur toute une année, notamment beaucoup avec les collaborateurs, parce que voilà, on a des collaborateurs qui sont là depuis très très longtemps, qui ont vécu toute l'aventure avec nous. Il y a une génération d'enfants qui n'étaient pas là il y a 25 ans, et là on a toute une population d'enfants qui rentrent dans des écoles d'ingénieurs, voire même à Suboptique, qui sont des enfants imaginatifs. Donc c'est juste fantastique de voir ça grandir. On apprécie beaucoup cet environnement et cette cohésion et cet esprit d'équipe, mais famille, c'est un esprit famille qui existe au sein de la boîte.
Donc voilà, on va continuer à faire ça pendant un an. On ne va pas s'arrêter à la date anniversaire qui est le 2 décembre 2021. On va continuer à faire ça pendant un an et on va essayer de proposer d'autres choses, d'autres manifestations et d'autres angles de vue. On a choisi un angle de vue assez général et on avait l'occasion d'avoir Gérard, qu'on remerciera par ailleurs encore pour son intervention et le temps. Il est très très pris entre deux conférences. Et donc, encore désolé pour les problèmes techniques qu'il y a eu. Mais voilà, on aura d'autres occasions de parler de nous, de notre aventure avec d'autres angles et j'espère que tous ceux qui ont participé aujourd'hui continueront de suivre ça de près dans les prochaines semaines et mois. Voilà, Xavier, tu veux rajouter un mot? Si tu as ton micro. Et tu parles beaucoup et on a largement dépassé, mais oui, évidemment, on est fiers de ce qu'on a pu réaliser jusqu'à maintenant, mais on est aussi conscient que on doit beaucoup à un certain nombre de personnes et un certain nombre d'institutions sans qui l'aventure n'aurait pas pu être possible. Et on essaye d'être reconnaissant et d'apporter notre pierre à l'édifice dans la communauté optique française. Absolument. Merci, on a bien noté la date du 2 décembre. On pensera à vous souhaiter un vrai joyeux anniversaire en temps et en heure. Avant ça, c'est ma minute pub de clôture, mais quand même, il y a le 5 octobre, on peut venir chez vous, visiter les locaux. Il y aura 3 démonstrations exclusives du coup d'optique adaptative, de métrologie pour voir les manips en vrai, en présentiel, en chair et en os. Merci encore une fois à tous les deux pour votre disponibilité. Il y a un nombre de places, il n'en reste que 10, c'est vrai, tu as raison. Il y en a déjà 10 qui ont été prises, c'est vrai, précisons-le. Bon, vous aurez toutes les informations, le replay évidemment sera disponible. Et encore une fois, merci à tous les deux et une très bonne après-midi à tous. Merci. Au revoir. Au revoir, bientôt.